Comment est-ce qu'à l'AFD, on a décidé de capturer l'enjeu du développement avec tous les... Il y a aussi beaucoup de discussions sur qu'est-ce que c'est que le développement pour les années qui viennent. Alors, on a utilisé ce graphique-là, que je vous décris rapidement. En abscisse, vous avez l'indice de développement humain, l'IDH, qui est un indice qui est construit par les Nations Unies, qui est une moyenne agrégée de 3 composantes. La première, c'est le PIB par tête, le revenu par tête. La deuxième, c'est l'espérance de vie à la naissance en bonne santé. Et la troisième, c'est une certaine mesure du niveau d'éducation. En fait, la part de la population qui a les connaissances élémentaires de niveau éducation primaire. Alors vous pouvez dire, c'est très insuffisant. Le fait d'avoir la possibilité d'écouter du Mozart tous les soirs, ça fait partie de la prospérité. Ce n'est pas calculé dans l'IDH. Je suis bien d'accord avec vous, mais voilà. Okay. Et il y a des tas de débats aussi, dans le détail desquels je ne rentre pas. Est-ce que vous faites une moyenne arithmétique ? Dans ce cas-là, vous dites que si, par exemple, je suis mauvais en termes d'espérance de vie, ça peut être compensé par un PIB par tête très élevé, ou est-ce que vous faites une moyenne géométrique, dans quel cas vous diminuez la substituabilité entre les composantes. Évidemment, à titre personnel, je suis très favorable à une moyenne géométrique, mais le HDRO, qui est le bureau des Nations Unies à New York, qui produit les stats du HDI, a essayé une année de passer de la moyenne arithmétique à la moyenne géométrique, et en fait s'est fait rembarrer par tous les pays des Nations Unies qui avaient baissé dans le classement, en disant mais la moyenne géométrique, vous n'y pensez pas, il faut revenir à la moyenne arithmétique, simplement parce qu'ils avaient baissé. Voilà. Et le HDRO est repassé à une moyenne arithmétique. Je dis ça parce que vous voyez bien que quand on rentre dans ce monde-là, les critères scientifiques qui font que nous, on a envie de faire quelque chose, sont immédiatement mis en balance avec des considérations politiques, voilà, mais avec lesquelles des économistes responsables sont quand même obligés de composer, oui, je crois. Alors, donc, l'axe des abscisses, c'est l'HDI, à 0 à gauche et 1 à droite. Et on a mis ici une droite qui correspond à l'HDI 0,8, qui est le HDI de la Russie aujourd'hui. Donc on se dit, tout ce qui est à gauche de 0,8, c'est quand même pas très sympa. Tout ce qui est à droite, ça commence à devenir décent. Ça va ? Et puis l'axe des ordonnées, c'est l'empreinte écologique de Mathis Wackernagel, qui est une mesure, comme vous le savez, de la pression anthropique sur les écosystèmes naturels, transcrite en surface de terre arable. Alors, je sais très bien que l'empreinte écologique est très critiquée, discutée, et à juste titre. Voilà. Il n'empêche que c'est un truc documenté qu'on peut utiliser. Voilà. L'objet ici, ce n'est pas d'avoir le fin mot de l'histoire sur la mesure de ces questions-là, c'est d'essayer d'organiser un tout petit peu le débat. L'empreinte écologique, comme vous savez, si elle est supérieure à la capacité de charge des écosystèmes de la Terre, le mode de vie qui est le nôtre n'est pas vivable. Donc ici, vous avez la capacité de charge en 61, et ici, vous l'avez en 2012. Évidemment, elle baisse avec le temps, au fur et à mesure que nous abîmons nos écosystèmes. Et donc, tout ce qui est au-dessus de cette ligne-là n'est pas durable. Okay. Donc, nous, on dit, en fait, un monde avec quelque chose qui ressemblerait à du développement durable, c'est un monde dans lequel tous les pays seraient dans le rectangle magique, un HDI supérieur à 0,8 et une empreinte écologique inférieure à 1, enfin inférieure à la capacité de charge. Et vous voyez, parce que ça fait 3 minutes que je vous en parle, que la zone cible, ici, est vide. Okay. Donc il n'y a aucun pays qui est dedans. Donc l'intérêt de cette formulation, c'est que tous les pays du Nord sont là, ça c'est nous, la France est là. Beaucoup de pays du Sud, et donc les clients, entre guillemets, de l'AFD sont là. Et donc l'enjeu, c'est d'expliquer à tout le monde a quelque chose à faire. Donc on sort complètement du schéma classique de Truman en 1948 qui est on va aider les pauvres du Sud à suivre le chemin de l'Occident. C'est tout le monde a faux. L'Occident, il doit apprendre à descendre ici, donc à baisser son empreinte écologique sans réduire son IDH. Et les pays du Sud doivent apprendre à augmenter leur IDH sans augmenter leur empreinte écologique. Voilà, c'est une manière de formuler le débat. Mais à mon avis, il manque un élément que je rajoute tout de suite, qui est dû au fait qu'il y a quelques années, il y avait un pays qui était juste là. Donc il y avait un IDH égal à 0,8 et une empreinte égale à 1. Maintenant, il est ici, c'est Cuba. Donc Cuba, en fait, a baissé son IDH et augmenté son empreinte à cause notamment de l'ouverture des frontières cubaines aux relations avec les États-Unis. Mais vous voyez que Cuba, il y a quelques années, c'était en fait le pays idéal qui satisfait aux 2 critères. Or, on sent bien que ça ne va pas. On a envie de faire Cuba, mais en mieux, c'est-à-dire de respecter en même temps la démocratie et les droits de l'homme. Et donc, en fait, en réalité, il y a une 3e dimension dans ce graphe qui devrait être en dimension 3. Il faut que tout le monde arrive dans le rectangle magique
tout en respectant autant que possible, voire davantage qu'on le fait aujourd'hui, les droits de l'homme et la démocratie. Ça va ? Là-dessus, une remarque qui génère énormément de controverses, qui est le mot droit de l'homme et le mot démocratie ne figurent pas dans le libellé des objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc vous savez qu'en septembre 2015 à New York, les Nations Unies se sont données à elles-mêmes une nouvelle charte du développement durable qu'on appelle les ODD, les SDGs en anglais, qui devient en fait la charte de tous les bailleurs internationaux, AFD comprises, qui est composée de 17 objectifs, avec dedans vous avez tout. L'égalité homme-femme, la réduction des inégalités, l'accès à l'eau potable, l'accès à une énergie pas chère, la préservation des océans, etc. Donc en fait, d'une certaine manière, les Nations Unies, ne sachant pas très bien quoi faire, se sont dit on fait tout, comme ça on est sûr de ne pas rater quelque chose. Évidemment, ils ne se sont pas posé la question de savoir si c'est compatible. Donc il y en a 17, mais peut-être que si on augmente le 3, ça fait baisser le 4, ou le 9, on ne sait pas. Et d'une certaine manière, ce graphique-là sort de cette espèce de naïveté positiviste qui est, on a un grand tableau de bord, il y a 17 boutons, on va juste ajuster le monde en tournant les boutons comme il faut. Hein, donc ce graphique-là dit, en fait, il y a des liens entre ces boutons et personne n'arrive à augmenter les bons boutons en même temps. Puisque rien que ces deux dimensions-là, qui capturent un certain nombre d'ODD, il n'y a pas de problème, on pourrait faire rentrer les ODD là-dedans, montrent qu'on a une belle parabole, on n'a pas du tout une concentration de nuages ici. Ça va ? Mais en plus, le mot droit de l'homme et démocratie ne figure pas dans la déclinaison des 17 ODD. Comme si les amis, collègues, bureaucrates des Nations Unies s'étaient dit on peut faire du développement durable sans parler de démocratie et des droits de l'homme. Et je pense que c'est un truc auquel il faut vraiment être attentif aujourd'hui, c'est que cette espèce d'imaginaire technocratique de pilotage du développement sans se poser des questions politiques, en fait, hein, de démocratie et des droits de l'homme, est en train de monter. Et évidemment, il peut être alimenté par une certaine panique vis-à-vis de la gravité du dérèglement climatique. C'est-à-dire, au fur et à mesure que la panique grimpe, on peut finir par se dire, bon, il y a un certain nombre de trucs qu'il va falloir faire passer par-dessus bord, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et la dimension droits de l'homme et démocratie, on y pensera quand on aura réglé le problème climatique. Vous voyez ? Donc, je signale ça parce que du coup, ça devient un objet de débat pour nous à l'AFD. Alors, avec en plus un redoublement de la question que je posais il y a 10 minutes maintenant, qui est de quel droit pouvons-nous dire, par exemple, à la Chine, vous avez mis 1 million de Ouïghours dans les camps de rééducation dans le Xinjiang, c'est pas bien. Alors, est-ce que nous, on peut mettre des conditions dans le dialogue de politique publique qu'on a avec la Chine et dire on acceptera de travailler avec vous le jour où vous aurez sorti le million de Ouïghours des camps de rééducation du Xinjiang. Même question pour toute une série de pays, évidemment. Voilà. Ce qui pose aussi en retour une question pour la France, c'est est-ce que la France est vraiment aujourd'hui la patrie des droits de l'homme ? Oui. Par exemple, ce qui se passe sur la question des migrants pose un vrai sujet, à mon avis. Alors, il faut que j'aille plus vite. Là-dedans, il y a un sous-sujet majeur pour l'AFD, mais pour tout le monde. Vous voyez bien, hein, c'est la démographie africaine. Donc le continent africain, en particulier subsaharien, va connaître une poussée démographique majeure dans les décennies qui viennent, la plus grande poussée démographique que l'humanité n'ait jamais connue, et l'Afrique sera le seul à la connaître dans les années qui viennent. Donc il y a une double unicité, singularité de l'Afrique. Tous les autres continents ont déjà terminé leur transition démographique. Certains continents comme nous, l'Europe, sont déjà dans le déclin. L'Europe, le Japon. Mais aucun continent, y compris la Chine, n'aura de vraie poussée démographique dans les années qui viennent. L'Afrique est le seul. Et en plus, elle va le connaître à un rythme et une vitesse qu'aucun continent n'a connu depuis que l'humanité existe. Donc les chiffres, c'est simple. C'est l'Afrique aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est la pyramide que vous voyez ici. C'est celle-là. Et dans la prospective démographique, vous avez la fourchette haute et la fourchette basse. La fourchette basse, c'est plus 1 milliard. La fourchette haute, c'est plus 1,5 milliard d'ici 2050. Donc, dans la fourchette haute, il y a 2,8 milliards d'habitants en Afrique en 2050. Évidemment, ceci ne tient pas compte de la possibilité d'effondrement, en particulier sur la zone sahélienne, dans les années qui viennent. Pourquoi est-ce que ça pose un problème ? Ça pose évidemment une énorme question politique. Ça pose une question notamment sur les affaires éducatives. Donc vous savez que l'un des ODD, en fait, c'est le droit à l'éducation, l'accès à une éducation de qualité. C'était déjà un OMD, un objectif
du millénaire, en 2000, qui était, on voulait, les Nations Unies s'étaient dit en 2000, il faut absolument qu'au moins 80% d'une classe d'âge d'enfants dans le monde ait accès à l'enseignement primaire. Alors aujourd'hui, le paradoxe est le suivant, c'est que cet objectif est atteint. Donc, y compris en Afrique, 80% des enfants d'une classe d'âge aujourd'hui vont à l'école primaire, y compris les filles. Donc là, bon, il y a un vrai progrès qui a été réalisé. Mais de ces 80% d'enfants qui y vont, 60% d'entre eux n'apprennent rien. Donc ressortent de l'école sans savoir ni écrire, ni lire, ni compter. Autrement dit, il ne suffit pas de mettre un instit devant des enfants assis sur des troncs d'arbres sous la tôle ondulée pour qu'ils apprennent quelque chose, en particulier si l'instit lui-même est analphabète, par exemple. Oui. Donc je caricature, mais à peine, en fait, l'enjeu du problème. Donc vous voyez que déjà avec 1,3 milliard, c'est ça l'enjeu de l'éducation, plus 1 milliard de plus, vous voyez un peu le sujet. Et évidemment, ceci ne peut pas ne pas alimenter les énormes questions migratoires que nous nous posons et des questions liées à Boko Haram et au trafic qui ont lieu aujourd'hui, à la piraterie organisée qui a lieu sur l'ensemble de la bande sahélienne. Alors, un point un peu provocateur, mais que je fais volontairement, qui est, en général à ce stade de la discussion, avec des collègues des institutions internationales, comme tout ceci est quand même assez angoissant, il faut le reconnaître, il y a quelqu'un qui, pour arrêter l'angoisse, dit oui, mais enfin, l'homme est intelligent, on n'a jamais eu de grandes catastrophes humanitaires, donc on va trouver un moyen, c'est sûr. Voilà. Et je suis sûr que ça vous habite, mais moi aussi d'ailleurs. Et je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver. Je dis qu'il faut être conscient du fait que malheureusement, il y a déjà eu des catastrophes humanitaires, simplement on les a oubliées. Alors il y a un historien américain qui s'appelle Mike Davis, rien à voir avec le Miles Davis, le trompettiste, qui avait publié un bouquin, à mon avis, qui vaut le détour, qui s'appelle Génocides tropicaux, en français, qui documente le fait suivant, c'est qu'en 1890, il y a eu un gigantesque effet El Niño qui a provoqué des inondations, des pluies torrentielles et des sécheresses au Brésil, en Afrique, en Inde et en Chine. Et le phénomène a été traité par le plus grand mépris par les administrations coloniales de l'époque. Et les résultats, c'est 50 millions de morts en 2-3 ans. 50 millions. Donc en réalité, c'est un événement de même ampleur que la Première Guerre mondiale. Or, ça ne figure dans aucun de nos manuels d'histoire. Donc ça veut dire que l'Occident est capable d'abord de ne rien faire devant 50 millions de morts en 2-3 ans, mais en plus d'effacer la mémoire de ça. Oui. Ce qui pose une vraie question, à mon avis, sur notre propre reconstruction historique de l'histoire de l'Occident. Bon. Et donc je signale ceci volontairement pour dire, notre sujet aujourd'hui, c'est pas... On sait bien que l'humanité est intelligente, donc on va éviter le pire, c'est comment faire en sorte que le pire ne se reproduise pas, puisqu'il a déjà eu lieu.